Bonjour maître. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous vous remercions de répondre à nos questions. Enfin, vous êtes partie prenante puisque vous êtes membre du bureau national de l'association pour la démocratie directe. Donc, vous aurez forcément un point de vue identique au nôtre sur le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Mais nous allons quand même avoir une petite discussion sur le sujet. D'abord, pouvez-vous vous présenter sur vos centres d'intérêt? Alors, bon, il est évident que vous les connaissez, mais je vais tout de même les rappeler, puisque je suis un peu rodé dès l'instant où je souhaite effectivement faire un exposé un petit peu général. Et la dimension institutionnelle, je dirais que rétrospectivement, c'est un peu ce qui a guidé mon parcours depuis la faculté de droit d'ailleurs. Je ne l'évoque jamais, mais en 1972, j'ai rédigé un mémoire sur la régionalisation. Étant corse, je me suis intéressé bien entendu au phénomène qui commençait à poindre en Corse, à savoir les mouvements régionalistes, autonomistes, et j'avais suivi les travaux de l'Action régionaliste corse, qui était présidée notamment par Edmond Simeoni, et par conséquent, ça m'intéressait parce que on allait avoir après, bien entendu, la décentralisation, mais le mouvement qui s'amorçait en Corse permettait à la fois de renforcer, je dirais, les racines chrétiennes et l'attachement de la Corse à la France, n'est-ce pas? Mais, je dirais, de les renforcer parce que la Corse a toujours eu un parcours, je dirais, compte tenu de son insularité, de la personnalité, puisque vous savez que Mussolini disait « je veux bien la cage, mais je ne veux pas les oiseaux ». Et par conséquent, les Corses avaient en quelque sorte une alternative qui était de s'engager dans l'armée, dans la police, aller dans les colonies, ou bien parfois dans le milieu, comme vous le savez, puisqu'ils sont venus, je dirais, agrémenter un peu le folklore de la criminalité. Ça, c'est un sujet qui est souvent évoqué. Et ensuite, étant sorti de la faculté de droit et après mon service militaire, j'ai rejoint le barreau puisque j'avais prêté serment en 1973. Et je l'évoque toujours parce qu'il y a deux institutions d'emblée qui m'ont intéressé dans la réflexion, je dirais, un peu générale et géopolitique, compte tenu d'ailleurs de la culture, et il y a eu, dans ma famille, il y a eu des magistrats, notamment au Maroc. Les Corses étaient souvent ou du côté de la loi ou parfois contre la loi quand ils n'étaient pas militaires. Et par conséquent, la justice a toujours été très très importante en Corse. Donc la réforme de l'institution judiciaire, d'emblée, a été pour moi, je dirais, un centre d'intérêt. Et j'ai rejoint en 1985 l'association de Jean-Baptiste Biaggi, Association nationale pour le droit et la liberté, et nous avons essayé de promouvoir dans le cadre de cette association la réforme de l'institution judiciaire, puisque dans la Constitution de 1958, la justice est une autorité, et nous avons souhaité qu'elle soit effectivement dans la Constitution un véritable pouvoir avec tout ce que ça suppose. Voilà. Et pour compléter donc la dimension institutionnelle, il s'est avéré que, étant entré en relation avec beaucoup de magistrats, notamment de l'APN, je ne vais pas citer les noms, et de l'USM, par leur intermédiaire d'ailleurs, je suis entré en relation avec Yvan Blot, et j'ai reçu une lettre un jour d'un magistrat qui avait recommandé mon nom et l'association à Yvan Blot, lequel m'a indiqué qu'il était intéressé par nos travaux, et j'ai adhéré à son association qui s'appelait à l'époque La 3D, et La 3D, c'était une association qui tendait à promouvoir en France, ça rejoint votre préoccupation et votre question, donc j'en termine là-dessus, la démocratie directe. Donc dès 1989, nous avons travaillé avec Yvan pour promouvoir en France la démocratie directe, en s'inspirant, je dis bien en s'inspirant de ce qui pouvait exister dans d'autres pays, notamment en Suisse, mais en l'adaptant un petit peu à la France avec certaines nuances, mais l'idée étant effectivement sur les questions essentielles qui intéressent la France au niveau
niveau étatique, au niveau des pouvoirs régaliens, que ce soit les citoyens qui se prononcent. Voilà. C'est l'essence du référendum. Absolument. Et donc, je vais vous poser une question un peu subsidiaire, mais c'est surtout pour l'explication à donner aux gens qui nous écoutent. C'est, qu'est-ce que pour vous le référendum? L'intérêt du référendum, pour un juriste, et lorsque j'évoque la justice, pour nous c'est très complémentaire, et j'évoque souvent, et avec vous-même, avec Mme Ferreira, si je puis me permettre, puisque vous-même vous connaissez bien ces sujets-là, j'évoque souvent la note qu'a établie à l'époque Yvan Blot, qui est remarquable, qui s'intitule, le titre de cette note, « La démocratie directe et le règne du droit ». Je m'explique, sans faire d'emphase ni de cours de droit constitutionnel. Le professeur Burdeau indiquait que l'État et le droit sont consubstantiels l'un de l'autre. Ne partons pas dans des analyses de qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le droit, etc. On va simplifier. On va dire que l'État, en quelque sorte, partons du principe, mais c'est un choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de poser des postulats. La démocratie, le référendum, ça suppose un premier postulat qui s'est installé, a été établi, je dirais, à la suite de l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août 1789, et après la Révolution de 1789, qu'on le veuille ou non, le peuple est devenu souverain. Bien. En revanche, et ça c'est une idée que l'on poursuit, il existe dans le monde, sur toute la Terre, sur la planète, des institutions qui préexistent, des cultures, des États, qui ne veulent surtout pas de la démocratie. La culture africaine, la tribu, les pays du Golfe, certains pays ont évolué différemment et ne veulent pas que le peuple se prononce. Et par conséquent, l'article d'Yvan Blot présentait comme intérêt de réunir à la fois la justice, le droit et bien sûr le référendum. Pourquoi? Le référendum, c'est l'expression de la volonté du peuple, des citoyens. Et cette souveraineté, elle est voulue ou elle n'est pas voulue, et notamment en Angleterre avec le Parlement et même les révolutionnaires, qui avaient peur mais se méfiaient du peuple, d'où la création et la mise en place des parlements, des chambres, aujourd'hui, vous l'avez, les députés, le Sénat, on s'aperçoit que d'une certaine façon, et Yvan Blot l'avait écrit par la suite, la démocratie confisquée. C'est-à-dire d'une certaine façon, sur des sujets vitaux, essentiels, on ne donne pas la possibilité aux citoyens de s'exprimer à la suite, et ça c'est très important parce que le dénigrement, la critique du référendum et de la démocratie directe procède très souvent d'une méconnaissance de la procédure. Je m'explique. Pourquoi j'évoquais l'État, le droit, le référendum, donc la démocratie directe? Le droit est le résultat de l'application de la loi. Et lorsque vous travaillez sur les institutions de l'Ancien Régime, notamment le pouvoir royal, et même d'ailleurs sous l'Empire romain, la loi ne pouvait pas être interprétée ou déformée ou dévoyée par le juge. Le juge devait l'appliquer strictement, et dès l'instant où il y avait un dévoiement ou un non-respect de cette application, ça pouvait remonter jusqu'au souverain ou vers l'empereur, qui disait « vous appliquez la loi telle qu'elle doit être ». Et par conséquent, l'intérêt de cette approche, c'est que l'État a été créé parce que le peuple souverain, il est évident que lorsque vous avez 50, 60 millions d'électeurs, vous ne pouvez pas, pour lutter contre la criminalité, contre la fraude, contre la délinquance quelle qu'elle soit, vous êtes obligé de déléguer votre sécurité, la seule raison d'être de l'État. Ça, c'est très important. La seule raison d'être de l'État, c'est la justice. Et l'armée, la défense nationale de votre sécurité. C'est-à-dire que l'État peut réunir effectivement des militaires, entretenir une armée, appeler au service militaire, au service national, et la justice pour installer la paix sociale. La justice, quelle est sa vocation?
Eh bien, tout simplement, faire respecter, comme sur un terrain de football, les règles du jeu. C'est l'arbitre qui fait respecter les règles du jeu social. Et vous apercevez que nos hommes politiques, les journalistes, ont une totale ou méconnaissance de tout cela, ou déforment, avilient en quelque sorte la justice. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas d'un pouvoir judiciaire, parce que tout simplement, le juge, il est là, à quelque niveau que ce soit, pour sanctionner toutes les formes d'atteinte au bien public, à la sécurité publique, et que cette atteinte procède du petit criminel, du petit délinquant, du petit trafiquant, de l'homme politique, du haut fonctionnaire. Il doit y avoir une justice égale pour tous, ainsi que déclare effectivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'égalité des droits. Donc le référendum, quel est l'intérêt du référendum et de la démocratie directe? Et ça rejoint encore une fois la note, c'est pas de moi, d'Yvan Blot. C'est qu'une loi, avant qu'elle soit promulguée, élaborée, écrite, elle donne lieu à une discussion, à une dialectique. Ça, c'est très important. Et vous apercevez que depuis 50 ans, la démarche qui a été entreprise, Montaigne écrivait « Enseigner, l'instruction, c'est apprendre à juger ». Lorsque vous apprenez à des enfants, on a détruit l'école. Pourquoi? Lorsque vous apprenez à des enfants à lire un texte tranquillement, non pas aller sur l'ordinateur chercher tout de suite la réponse, suivre un raisonnement, il va acquérir un sens critique, premièrement. Il va apprendre à qualifier ce qu'est un chat, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc on a détruit l'école. En revanche, si on part du principe que l'éducation de l'élève à l'école primaire, du lycéen au lycée, du collégien, de l'étudiant, passe par ce processus, n'est-ce pas? Vous allez en faire un citoyen. Ce citoyen qui va avoir un minimum de culture, quel que soit son QI, son niveau d'intelligence. Hein, c'est l'intelligence. D'ailleurs, Montaigne, Montesquieu, tous l'ont écrit, Montesquieu, tous. Un texte de loi doit être accessible à la moyenne des individus. Il n'est pas fait pour, etc. Pourquoi on s'oriente vers les mathématiques, vers les algorithmes? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est parce que ce n'est pas compréhensible et accessible au commun des mortels, et ça permet de manipuler avec les statistiques, avec les chiffres, les citoyens, n'est-ce pas, et de faire passer des décisions qui sont iniques. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Simplement, revenons au référendum. Toute loi donne lieu à une discussion, à une dialectique. C'est-à-dire quelles vont être ses conséquences, comment ces lois vont-elles être appliquées, au profit de qui, etc. Vous apercevez au bout de quelques mois que la loi qui a été proposée par vous, madame, par vous, monsieur, eh bien, cette loi, en définitive, non. Elle n'a pas d'utilité. L'arsenal législatif dont nous disposons est suffisant. Nous n'avons pas besoin de cette loi. On la supprime. On ne la met pas au vote. Deuxièmement, on l'améliore en disant oui, mais votre loi, votre idée, elle est très bonne. En revanche, vous n'avez pas pensé à ça et on pourrait l'améliorer, etc. Et alors là, on y croit beaucoup. Et là, vraiment, la dialectique, c'est on n'est jamais intelligent tout seul. C'est-à-dire que l'opposition, quelqu'un qui va critiquer votre raisonnement, va apporter quelque chose, et à ce moment-là, on va améliorer la loi. Ce qui fait que la loi, lorsqu'elle est proposée, elle a donné lieu à un débat contradictoire public, à la radio, à la télévision, etc., dans les journaux, tout ce que l'on veut. Et elle est proposée, et en principe, je dis bien en principe, c'est pas parfait, vous n'aurez jamais. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis 50 ans, 100 ans, tous les effets, les tentatives, les réformes. Le système est humain, il n'est pas parfait. En revanche, la loi, vous pourrez dire aux citoyens, écoutez, on est désolé, mais il y a 60-70% qui ont voté pour cette loi. Ben, ce sont les règles du jeu aujourd'hui. Si vous n'en êtes pas content, ben demain vous proposerez. Et j'ai eu cette discussion avec un haut magistrat que je ne citerai pas, il y a 25-30 ans, spécialiste de ces sujets de la finance criminelle, sur les sujets sur lesquels nous travaillons. Et je lui ai dit ceci. Travaillant sur les systèmes mafieux, les organisations criminelles mafieuses, non pas par fascination du crime, non pas par m'intéresser au Yakuza, à la Triade, ou Cosa Nostra, ou les mafias italiennes,
Simplement parce que ces organisations, on avait vu venir, et je ne suis pas le seul, hein, depuis, là je peux citer Xavier Hofer et d'autres spécialistes, Marie-Christine Dupuis, Crépin, d'autres personnes, Bauer même sur certains sujets, Jean de Maillard, des personnes qui ont travaillé, Alain Vallon avec la géopolitique des drogues, etc. Certains avaient vu venir le fait que les organisations criminelles allaient pénétrer l'économie légale et prendre une partie plus ou moins importante du pouvoir mondial. C'est une chose qui maintenant est acquise. Et ce que nous avions échangé avec ce magistrat, pour répondre également toujours à cette question de la démocratie, on peut avoir, parce qu'on raisonne souvent en termes, je dirais, par des hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que la démocratie, on peut avoir une vision très cynique. Vous voulez un système mafieux, vous voulez un système fasciste, vous voulez un système tyrannique, vous voulez une monarchie. Mais votez pour une monarchie. Vous voulez un système mafieux. Ça veut dire que le système mafieux, ça veut dire que vous avez une activité, on ne vous laisse pas cultiver votre jardin, votre entreprise est florissante, vous avez un restaurant qui marche très bien, vous avez une entreprise qui marche très bien, gentiment on vient vous voir, on vous dit ah, ben c'est bien, écoutez, voilà, vous payez un peu vos impôts à l'État, oui mais l'État, vous savez, il ne vous protège pas beaucoup, nous on va vous protéger beaucoup mieux, on va vous expliquer, nous, ça vous serez tranquille, vous allez voir, ça va vous coûter un peu d'argent, et puis voilà, bien. C'est le principe, créer le besoin pour en tirer profit. Bon, ça a été étendu d'ailleurs pour certains, c'est une des hypothèses, la pandémie, on a créé le besoin, le virus, et on a vacciné, on en a eu des profits. C'est une des hypothèses. Voilà. Donc, le référendum, la démocratie, c'est de dire aux citoyens, alors là c'est terrible, vous avez choisi les règles du jeu, mais vous jouez avec, n'ayez pas pleuré. Vous ne serez pas content, vous n'êtes pas content de ces règles. Mais demain, proposez une loi qui les transforme. Et ça, je dirais, vous voyez, au bout de, excusez-moi, mais on a commencé en 80-85, hein, vous voyez, on est quand même 45 ans après. Ben écoutez, tout ça s'est confirmé. On a épuisé, je dirais, tous les systèmes, les beaux discours, les promesses mal tenues, un effondrement de l'école, un effondrement du système de santé, la justice qui disparaît, plus d'état de droit et une mainmise de la finance mondiale, d'une certaine finance, sur l'Europe, et puisque Yvan Blot avait écrit un ouvrage, L'Europe colonisée, n'est-ce pas? L'Europe colonisée, mais c'est une chose acquise depuis plus de 50 ans. Eh bien, aujourd'hui, simplement, tout ce que nous revendiquons, je dirais, c'est de donner la possibilité aux citoyens de choisir leur destin, les règles du jeu, en connaissance de cause. Voilà, c'est tout. Et d'introduire cette dialectique. Alors, la justice est très complémentaire, parce qu'une fois que vous avez les règles du jeu, ben, il faut que quelqu'un l'applique. Et là, on arrive au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que le juge doit être soumis au contrôle du citoyen, ce qui n'est pas aujourd'hui. Alors, naturellement, ce qu'on a connu dans le concret, c'est le référendum de 2005. Référendum de 2005 qui disait non à l'Europe, non à la Constitution européenne. Bon, ça avait été il y avait eu d'autres référendums qui lui avaient précédé, où à chaque fois on voyait bien quand même que les Français étaient favorables à l'Union européenne, mais n'en faites pas trop. Donc la sanction est tombée en 2005 et n'a pas été appliquée. Et il semblerait à partir de ce moment-là que c'est difficile pour ceux qui nous gouvernent de retourner devant un référendum qui va s'avérer, on ne connaît pas les résultats d'avance. Donc l'association dans laquelle vous avez une responsabilité, Démocratie Directe pour la France, avance l'idée d'un référendum citoyen ou d'un référendum populaire, c'est-à-dire d'un référendum qui soit mis en avant par la base du peuple français. Donc pouvez-vous nous donner un début d'explication sur comment vous voyez l'articulation de tout ça? Alors, la réponse, vous ne l'avez pas donnée, mais vous l'avez suscitée en quelque sorte et suggérée, c'est que 2005, vous avez eu 2007.
que ce que n'ont pas voulu les citoyens est passé par le Congrès. C'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, les parlementaires de manière générale, le Congrès, le Sénat, l'Assemblée nationale, les hommes politiques en place, et on ne va pas faire de ad personam ad nominem, on ne va pas viser toute personnalité, puisque tout le monde politique des 50 dernières années porte une très très grande responsabilité dans l'effondrement de la France et de l'état de la France, que ce soit sur le plan de l'agriculture, de l'élevage et des institutions régaliennes que vous connaissez. Mais l'exemple que vous avez donné avec 2005-2007 et le fait qu'aujourd'hui l'Europe, en quelque sorte, la Commission européenne, qui n'a aucune légitimité, qui n'est pas élue, contrôle l'Europe et puisse imposer par directive ou autrement des décisions, ça a favorisé la mainmise d'une finance mondiale qui dépasse encore une fois les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Hein. L'intérêt de notre discussion, lorsque je donnais des cours pendant 8 ans à l'Institut de criminologie dans le cadre des menaces criminelles contemporaines, au bout mon discours étant assez bien rodé sur la démocratie, je disais au XXe siècle, ayant beaucoup travaillé, oui, avant d'avoir travaillé sur la régionalisation et sur la Corse, j'avais beaucoup travaillé sur la période 9e, 10e, 11e siècle, qui m'a toujours beaucoup intéressé, sur la féodalité. La féodalité, la chrétienté, la chevalerie, et la montée en puissance de la monarchie, de la centralisation monarchique. Et je disais en parallèle, nous sommes revenus à une féodalité mondiale. Et je terminais toujours mes cours en disant, vous avez une bannière, aujourd'hui des bannières, choisissez votre bannière, vous allez être sous la bannière... alors, comme on était, les cours portaient sur les systèmes mafieux, je disais, vous pouvez choisir d'être sous la bannière des yakuza japonais, des triades chinoises, des cartels colombiens ou sud-américains, ou une des quatre grandes organisations criminelles de type mafia italiennes. Et ces organisations, ayant effectivement pris possession d'une partie du contrôle de la finance mondiale à travers du blanchiment et des relations avec les banques et les établissements financiers, eh bien, avec bien sûr l'opacité que vous connaissez, qui a été créée au XIXe siècle avec la société anonyme, ensuite les anglo-saxons, les trusts, la fiducie. Donc vous avez des écrans d'opacité qui ont fait en sorte de ne pas savoir qui est derrière. En fait, la grille de lecture qu'il faut avoir aussi lorsqu'on travaille sur ces sujets-là, très important, très très importante. La grille de lecture, et vous allez voir que les choses ont évolué et qu'on y arrive aujourd'hui du fait des événements, qui est l'instigateur, qui est le commanditaire, qui est l'exécutant. Et cette grille de lecture, vous l'avez pour tout. À qui profite le crime en définitive? C'est-à-dire que vous avez un exécutant à un moment, et l'exemple qui est souvent donné, l'assassinat du président Kennedy. On sait à peu près combien il y avait de tireurs. Alors, il y a eu un bouc émissaire qui a été abattu quelque temps après, à Oswald, et lui, on sait, c'est l'exécutant. Un des exécutants, puisque les différents rapports, on ne sait pas si les tirs croisés, il y a eu 2, 3. C'est un sujet qui me dépasse, j'en reste au niveau des hypothèses. Ensuite, vous avez les commanditaires. Les commanditaires, alors là, maintenant, les rapports, on le sait, parce que c'est un très bon exemple, hein, malheureusement, c'est un très bon exemple. Les commanditaires, on sait que le président Kennedy s'était mis à dos, premièrement, paraît-il, la CIA, parce qu'il avait empêché la baie des cochons contre Castro, il avait empêché l'appui de l'aviation lorsque Castro, qui avait été prévenu, avait abattu le commando qui avait débarqué à la baie des cochons, et lorsqu'ils avaient demandé des renforts, etc., paraît-il hein, qu'on n'avait pas apporté les renforts qu'il fallait. Donc ceux qui avaient engagé cette invasion par des voies dites secrètes, et qui avaient été malheureusement dévoilées, en toujours est-il qu'il y avait eu... Alors, il faut voir que le complexe militaro-industriel américain travaille bien sûr pour lui, un peu pour les citoyens, mais qu'au-dessus, il y a la réserve fédérale. C'est-à-dire des financiers qui contrôlent l'économie et la finance américaine et mondiale. Par conséquent, ce qui est tout à fait normal pour nous,
Ces gens-là ne veulent pas d'une démocratie, ils veulent imposer leurs règles, premièrement. Et troisièmement, il semblerait, et là vous avez des ouvrages, hein, vous avez beaucoup d'ouvrages, Notre homme à la Maison Blanche, Giancana, qui était le parrain de la mafia de Chicago, vous savez que Bob Kennedy, ministre de la Justice, s'était attaqué au phénomène mafieux là-bas. Parce que, et ça c'est dans tous les journaux, vous allez sur Internet, donc je ne dévoile rien, le père Kennedy, famille irlandaise qui avait fait fortune au moment de la Prohibition, on suppose tout de même que, et d'ailleurs l'un des blanchisseurs, c'est dans le livre écrit par des magistrats sous la direction de Jean de Maillard, Un monde sans loi, où on parle des blanchisseurs des cartels de Cali et de Medellín, qui parlaient de kennedisation. C'est-à-dire qu'on blanchit le nom de ceux qui ont pu faire fortune dans la criminalité, et ensuite, eh bien, ils veulent avoir une honorabilité, et par conséquent, le fait que Bob Kennedy se soit attaqué effectivement à la mafia, je dirais que les Kennedy ont réuni sur leur nom, effectivement, beaucoup de personnes qui, dans l'ombre, indépendamment, donc vous avez l'exécutant, les commanditaires qui sont plus ou moins aujourd'hui identifiés, hein, le complexe au Texas, etc. Enfin bon, il y a plusieurs ouvrages hein, sur et des hypothèses là-dessus sur l'assassinat du président Kennedy. Et puis vous pouvez émettre des hypothèses sur ceux qui également, comme instigateurs, avaient intérêt à ce qu'une certaine politique, n'est-ce pas, ne soit pas menée aux États-Unis. Par conséquent, l'intérêt de nos discussions et de la démocratie directe, je dirais que la démocratie directe, en définitive, même si nous sommes un pays vaincu, même si le citoyen français aujourd'hui est un vaincu, ne peut pas combattre certaines formes de criminalité, écarter certains hommes politiques. Ce qu'il peut revendiquer, c'est que reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui procède je dirais, du crime, des politiciens qui n'empêchent pas ou favorisent une forme de criminalité sur le territoire français, et de dire, bon, ben, c'est comme à l'époque de l'invasion des nazis. Frontalement, un citoyen français qui, sur l'avenue des Champs-Élysées, rencontrait des officiers nazis ou des soldats allemands en train de défiler et qui les auraient insultés en disant, etc., je suppose qu'il aurait été immédiatement ceinturé et éventuellement abattu sur le trottoir. Bon, voilà. Donc vous étiez dans un pays vaincu et vous ne pouviez pas, dans un pays vaincu, afficher votre opposition, votre résistance, sinon dans des maquis par des réseaux qui se sont créés, comme vous le savez. Eh bien, il faut partir du principe que la première étape d'une démocratie, d'une souveraineté, de l'existence d'un être humain, je vais plus loin, de l'existence d'un être humain qui arrive sur Terre, qui veut exister et cultiver son jardin, c'est de reconnaître qu'il est peut-être impuissant face à un certain crime, mais qu'il sache d'abord reconnaître qui est son ennemi, qui est son ami, qui est son allié, mais arriver d'abord à identifier l'ennemi. Et une fois qu'il a identifié l'ennemi, qu'il sache, en fonction de la qualité de l'ennemi, de l'importance de l'armement dont dispose cet ennemi, si lui-même est en capacité de lutter contre cet ennemi. Et si vous êtes plusieurs, vous arrivez d'ailleurs, et on s'en est aperçu, on vous dit vous n'allez pas changer le monde, mais vous apercevez que depuis le début du XXe siècle, et surtout ça a commencé au XIXe siècle, surtout au XIXe siècle et au XXe siècle, ce sont des minorités qui ont changé le monde. Ce sont des minorités financières, ethniques, les anglo-saxons, une certaine philosophie. Alors, on vous parle du Bilderberg, des Illuminati, des francs-maçons, de la trilatérale. Ça sont, il y a 30 ans, lorsqu'on parlait de ça, on passait pour des complotistes. Aujourd'hui, c'est sur la place publique. La franc-maçonnerie, etc. Mais, à côté de ça, vous avez des organisations criminelles qui existent et qui disent, mais nous, on n'existe pas. Non, on n'existe pas. Ils ne veulent surtout pas être dans le challenge, premier milliard, lui il paye 100 milliards, lui ça. Non, on n'a pas de milliards, on n'a rien. On dit simplement gentiment à quelqu'un, vous voyez, on voudrait que vous nous rendiez tel service. Gentiment, vous voyez, on va vous demander gentiment d'abord. Et alors, la personne, et on a décerné le prix Johnny Falcon parce qu'on a créé, et là je voudrais quand même le rappeler,
grâce à mon ami Laurent Inker, décédé il y a un peu plus d'un mois. Avec Laurent Inker, nous avons écrit, compte tenu de nos travaux sur ces sujets-là. En 2009, nous avons créé le prix Giovanni Falcone pour honorer la mémoire du juge Giovanni Falcone pour réformer la justice. Juge italien assassiné le 23 mai 1992 en Sicile, qui avait été à l'origine du maxi-procès. Et tous les ans, depuis 2010, nous décernons le prix Giovanni Falcone à des personnalités, je vais citer ceux qui sont décédés, Pierre Péan, journaliste, d'autres personnalités malheureusement décédées, à des hauts magistrats, à des policiers, à d'autres journalistes. Le prix Giovanni Falcone, des personnes qui travaillent pour faire connaître aux citoyens, au peuple, l'existence, effectivement, d'une certaine forme de criminalité. Et nous avons décerné, cette année, à un commissaire divisionnaire qui travaillait sur le crime organisé en Europe, à Michel Quillet, et l'an dernier, nous avions décerné le prix Falcone à un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay détaché au ministère de l'Intérieur qui travaillait également sur la criminalité et sur le terrorisme, Élie Cavignon, et à une franco-colombienne, Diana Vilgas. Et pourquoi je vais en arriver là? Diana Vilgas avait écrit un ouvrage, une thèse de 500 pages, L'ordre juridique mafieux. Elle a écrit un article plus synthétique on peut connaître, qu'on peut diffuser. Et c'est très simple, connaissant bien ce sujet, à savoir que les organisations criminelles et la finance criminelle et ces organisations imposent ou dictent en quelque sorte aux représentants du peuple, à des parlements, des parlementaires, à des lobbies en Europe, etc., leur dit voilà, on voudrait tel texte de loi. On veut telle loi qui arrangerait, qui améliorerait et qui diminuerait peut-être, n'est-ce pas, la possibilité pour le peuple de les sanctionner. C'est-à-dire que, là j'aime bien la caricature, excusez-moi, ce qu'ils veulent c'est assassiner et voler et piller en toute impunité. Et Refer a écrit un article sur la sémantique, où effectivement on ne veut plus parler de cadavres, on parle de corps humains, on ne veut plus parler de trafiquants de drogue, on parle de consommateurs, etc. Donc la sémantique, à partir du moment où vous ne parlez plus de viol, vous ne parlez plus de crime, que l'on disqualifie dans l'esprit des individus, ils ne savent plus ce qui est blanc, ce qui est noir, voyez. Et l'ordre juridique mafieux, l'ouvrage que Diana Vilgas a écrit, et c'est très important, les cartels allaient voir un juge. Nous savons où vos enfants vont à l'école. Lorsque vous dites à un magistrat, un père de famille, nous savons où vos enfants vont à l'école, que faites-vous? C'est-à-dire qu'on vous donne le choix. On est prêt à vous donner, à vous payer, à vous acheter, si vous voulez, un peu d'argent. Pour eux, 100 millions, 50 millions, 10 millions, c'est rien. Ou sinon, on vous tue. Vous avez le choix du plomb ou de l'or. Je caricature là aussi. Et c'est vraiment ce qu'on leur disait. Vous choisissez du plomb ou bien de l'or, on vous achète. Et cette démarche d'esprit se répond, en fait, je ne dis pas qu'on aurait dû commencer par cela, mais c'est la meilleure réponse à votre question sur le référendum sur la démocratie. Tout individu qui reçoit comme message, est-ce que vous êtes bien, vous êtes courageux, c'est bien ce que vous faites, ça ne nous intéresse pas, vous nous gênez. Ou vous faites ce qu'on vous dit de faire, ou bien vous allez avoir des représailles personnelles ou votre famille. Et ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, les personnes qui travaillent avec nous dans le cadre de la démocratie directe, dans le cadre de la réforme de la justice, les magistrats, les policiers, les militaires, etc., réfléchissent avec des citoyens de la société civile. Que fait-on face à cela? Voilà. On réfléchit à ce que l'on doit faire. Mais partant du principe que c'est une chose acquise, que c'est... Pour le moment, nous avons perdu cette guerre. Nous sommes vaincus, pour le moment. À partir de ce moment-là, avec des générations plus jeunes, courageuses, intelligentes, c'est-à-dire l'intelligence, je le répète, excusez-moi, je le répète, reconnaître la faculté de reconnaître, c'est pas de moi, c'est d'Emmanuel Kant, faculté de reconnaître le vrai, le beau et le bien, ça n'a rien à voir avec les algorithmes, mais avec la logique mathématique. L'intelligence, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains, parce qu'attention,
Il y a un point commun à tout ça qu'on oublie souvent. Hein. C'est que ce soit l'instigateur, que ce soit le commanditaire ou l'exécutant, il y a un point commun jusqu'à aujourd'hui, malgré ce que veulent faire les transhumanistes, les arracheurs d'organes qui prennent des organes pour les greffer et qui éventrent des femmes, des enfants, etc. Tous ces individus sont de chair et de sang. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, ils sont tous mortels. Oui, c'est pas les machines. C'est très très important. Ils sont tous mortels. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la mort, peur de la souffrance. C'est pour ça que les cartels, ils passent des films sur les tortures. Vous avez des gendarmes, récemment, il y avait un article qui avait trouvé un camion dans lequel il y avait une salle de torture. Il y avait un article dans Le Monde du mois de septembre 2023 sur les narcotrafics en Belgique qui avait menacé une famille de passer à la moulinette à viande leur adolescent qui avait été kidnappé, qui avait 13 ou 14 ans, s'ils n'obtempéraient pas à ce qu'il leur avait demandé de faire. La menace, c'était on va passer votre fils à la moulinette à viande. Moi, je m'adresse tout simplement au corps politique, n'est-ce pas, aux citoyens. Face à cela, que fait-on? Alors, quelle peine? Alors, suivant, c'est bien le référendum. Oh ben, on va leur donner 6 mois avec sursis, 1 an de prison, 10 ans, 20 ans. Que fait-on? Une peine incompressible? On demande à des magistrats, face à des hommes qui sont capables de menacer, de passer à l'acte, de torturer un être humain, un enfant, un adolescent, pour obtenir ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas moi. Je dis simplement, voilà le diagnostic, l'intérêt de votre question sur le référendum. On s'adresse aux citoyens, femmes, hommes, magistrats, policiers, militaires, la société civile, quelle qu'elle soit. Le bon sens, l'intelligence, elle est très bien répartie. Tout le monde a peur de subir ce type de menaces. Quel type de sanctions face à cela? C'est tout. Et là, quelle loi faut-il? Dans le développement que vous venez d'avoir, la référence à l'état de droit, est-ce qu'elle est toujours valable ou est-ce que de fait, on n'a pas commencé à toucher les limites de l'état de guerre? Parce qu'en fait, ce sont des puissances organisées. Alors là, c'est vraiment, excusez-moi, très bonne question, parce que très bonne question, et vous savez pourquoi. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est une discussion que nous avons dans les groupes de travail dont vous faites partie. Alors là aussi, c'est une question, et j'attends qu'on m'apporte la réponse, que nous, on émet les questions, les hypothèses. Le curseur, premièrement, nous ne sommes plus dans l'état de droit, premièrement, puisque le droit ne dépend plus du juge ni du citoyen, il provient d'organisations qui sont pas élues, qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas parfois de légalité, qui sont dans l'illégalité, qui n'ont pas de légitimité. Là, bon, la menace sur les juges, le manque de moyens des juges, qui n'ont pas de moyens matériels, très mal considérés, très mal payés par rapport à d'autres corps de l'État, de la fonction publique. Donc nous étions pour une réforme avec une rémunération beaucoup plus élevée des magistrats, qui soit détachée des considérations matérielles, qui puissent avoir des greffiers, des machines, des réprographies, des ordinateurs, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Or, je crois que le budget de la justice, c'est 8 milliards, on est allé un peu au-delà, un peu au-dessus, mais c'est totalement insuffisant, même par comparaison à tous les pays européens. Nous sommes tout à fait en bas de l'échelle. Mais il ne faut pas comparer avec les autres pays. La France, c'est le pays le plus vulnérable, à cause de sa religion, à cause de la chrétienté, à cause des 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pour moi sont la forme laïque des évangiles. Et votre question, pourquoi elle est importante? N'étant plus dans l'état de droit, n'ayant plus de juges susceptibles de pouvoir aider les policiers sur lesquels on tire à la Kalachnikov, n'étant plus en capacité de lutter contre toutes les formes de criminalité qui se sont installées sur le territoire français. À quel moment passe-t-on de la criminalité
à la guerre. Et la formule, puisque vous la connaissez comme moi et vous êtes bien placé pour compte tenu de nos échanges, de la guerre au droit à la guerre. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin, ce que l'on appelle la guerre juste, n'est-ce pas, à quel moment, effectivement, l'organisation institutionnelle et la souveraineté du peuple doivent faire appel, en quelque sorte, à l'État armé et non plus à l'État justice. Et dans quelle mesure également, ça c'est très important, comme ça se passe en Italie, et ce sur quoi nous réfléchissons, à un moment, armée et justice. C'est-à-dire que le juge, il doit avoir l'assurance que, quelle que soit sa décision, vous savez qu'en France, on a assassiné des magistrats. Les plus célèbres sont les juges Renaud, le juge Michel, à Marseille, et donc les juges ont peur. Il y a des représailles dans leur carrière, représailles que je citais tout à l'heure, les menaces, dans l'avancement de leur carrière, mais menaces physiques. Vous avez des magistrats qui ont été frappés. Et on a occulté, on leur a interdit de placer ça sur la place publique. Mais je ne vais pas citer d'exemple. On l'a su, des magistrats ont été frappés, des policiers qui étaient en civil ont été molestés, frappés. Enfin, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Bien. Par conséquent, ça se sait. Et ensuite, on a peur, ce qui est tout à fait légitime. Mais en revanche, vous avez une institution qui est l'armée, vous avez la police, qui sont payés par leur formation, par leur éthique, par leur armement psychologique, moral et physique, et militaire, avec des armes plus ou moins létales, qui ont les moyens de lutter contre cela. En toute légalité. En toute légalité. Et un commissaire divisionnaire, lorsqu'on a remis le prix Falcon le 13 mars, le faisait remarquer, il faut rester le plus possible dans le respect de la loi, et c'est tout à fait possible. Bien. À condition de doter les magistrats, les policiers, éventuellement dans des cas extrêmes où le curseur se déplace de la criminalité à la guerre, de la présence de l'armée. D'ailleurs, l'exemple est d'autant mieux trouvé, et c'est que cet exemple, vous le retrouvez à la NSA aux États-Unis, avec la CIA et surtout la NSA et l'armée, au niveau du renseignement, qui travaille avec les avocats et le département de la justice américaine, qui recoupe les renseignements. C'est dans l'ouvrage de Marlex, dans l'ouvrage de Huro, dans d'autres ouvrages, sur les relations entre certains cabinets qui travaillent en Europe, la NSA et le département de la justice. C'est l'affaire la plus célèbre, c'est l'affaire Alstom, n'est-ce pas, puisque par les renseignements qu'ils avaient acquis, c'est comme ça qu'ils avaient pu sanctionner Alstom avec l'extraterritorialité du droit, où les États-Unis s'arrogent le droit de juger tout individu qui s'attaque à ses intérêts, même en dehors de son territoire. Donc vous voyez que c'est une atteinte à la souveraineté de la France et de l'Europe. Et par conséquent, le MI6, les services secrets anglais, mais depuis toujours, travaillent sur le renseignement économique. Ça fait partie, il ne faut pas oublier que l'Angleterre, la guerre de l'opium en 1848-1860, pour ouvrir des comptoirs en Chine, d'ailleurs la Chine se venge aujourd'hui à sa façon, sans l'exprimer et sans le dire, mais la création d'HSBC, comme vous le savez, par les Anglais, que vous preniez la City, qui est un État dans l'État, ils ont remplacé leur empire territorial et colonial par un empire financier. Bien. Et par conséquent, ces empires utilisent les services secrets au niveau économique, avec également le Mossad. Il y avait un ouvrage qui a été écrit par un journaliste israélien qui s'appelle « Lève-toi et tue ». C'est un ouvrage sur les exécutions extrajudiciaires du Mossad, où effectivement le Mossad, mais la CIA et d'autres services, exécutent des personnes qui sont connues, qui n'ont pas pu être jugées pour des actes, bien sûr,
très graves de terrorisme ou criminels sont exécutés dans le silence, etc. Il y a eu des affaires célèbres, on ne va pas les évoquer ici, mais effectivement maintenant c'est dans les journaux, il y a des articles qui sont publiés là-dessus, et il y a même cet ouvrage écrit par un journaliste israélien sur les exécutions extrajudiciaires. Par conséquent, votre question rejoint également l'intérêt de la discussion sur la démocratie directe, à savoir à quel moment l'institution étatique qui assure la souveraineté, qui est là par délégation d'assurer le respect de la souveraineté et de la volonté du peuple, à quel moment passe-t-on de la criminalité et de la justice à la nécessité de recourir au service, par exemple, de l'armée, à la guerre, encore en concertation, je dis bien en concertation, il ne s'agit pas de jouer au cow-boy et d'aller, etc., en concertation avec les services de l'État, au service de l'intérêt général, et non pas dans des intérêts effectivement particuliers, comme ça peut exister dans certains pays. Attention, le développement est toujours... L'intérêt de notre discussion, c'est la transparence. C'est qu'à partir du moment où tout acte, toute décision d'un gouvernement, que ce soit l'endettement d'un pays, la vente d'un grand groupe qui passe, intervient au détriment de l'intérêt général du bien public, devient plus ou moins suspect et doit être soumis à la sanction, à la décision du peuple. Et si ça ne l'est pas, c'est tout simplement que le peuple n'existe plus, qu'il n'a plus de souveraineté, et n'ayant plus de souveraineté, eh bien, c'est tout simplement un pays qui est vaincu, il faut l'admettre. Valéry l'a écrit, toutes les civilisations sont mortelles, il y a eu l'Empire ottoman, il y a eu l'Empire romain. Alors, l'intérêt d'ailleurs de l'impérium, c'est que vous apercevez que dans l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, vous avez des empires qui ont apporté un bienfait, qui ont apporté un progrès à l'humanité aux pays vaincus. Et vous avez des empires, et d'ailleurs les tentations nazies hitlériennes, qui ont pu effectivement entraîner des effets purement néfastes. L'orientation que prenait le système soviétique et stalinien, la première victime, ça a été le peuple russe, vous voyez. Bon, ce qui se passe aux États-Unis, la paupérisation, l'effondrement du système, le système américain, Tocqueville l'a écrit, à l'époque, ce qu'il était un exemple de démocratie en Amérique. Je pense que Tocqueville, aujourd'hui, reviendrait et prendrait en exemple les États-Unis, il écrirait l'échec de la démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas une démocratie. Comme l'exemple de démocratie, d'ailleurs, vous en avez très peu de démocratie. Et le Parlement britannique, les parlementaires, l'importance de la City fait que les décisionnaires, ce sont ceux qui tiennent la bourse, les cordons de la bourse, le trésor. Quant à la France, je vous dis, c'est une situation tout à fait particulière, mais la France était le pays le plus vulnérable pour trois raisons. Moi, j'en suis persuadé parce que très souvent, on m'a opposé des royalistes, l'extrême droite, les fascistes, tout ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant parce que ce que je reproche, c'est le manque d'objectivité et une analyse, je dirais, un minimum d'honnêteté. Les Français, il y a eu la guerre de 1870. Il y a eu 1 500 000 morts, blessés graves en 14-18. Donc vous avez une hémorragie des forces vives du pays. Ça a marqué les monuments aux morts, ça a marqué les familles françaises. On ne veut plus de ça. Ensuite, vous avez eu 39-40. Et là, les États-Unis, qui ont bombardé d'abord, la finance a financé Hitler. C'est dans tous les livres. Lacroix-Ries, Annie Lacroix-Ries, il y a des ouvrages sur le fait. Pourquoi ils ont financé Hitler? Ils ont financé Hitler contre Staline. Parce qu'ils craignaient que Staline envahisse, étende son hégémonie, je dirais, vers l'Atlantique, petit à petit. Et à ce moment-là, il fallait effectivement qu'il y ait un front européen, et notamment Hitler disposait, comme vous le savez, d'un armement et d'une capacité et morale, Clausewitz, puisque une armée, elle a besoin de moyens militaires conventionnels, mais elle a surtout besoin, ça j'y crois beaucoup, d'un mental et d'une volonté.
Donc on a désarmé les Français avec 14-18. Ensuite, 39-40, épouvantable. Alors là, les ouvrages, Éric Branca, l'ami américain, Annie Lacroix-Rise, les ouvrages maintenant arrivent sur la place publique. Ils sont connus, les articles de presse, on fait la part de ce qui a été les bienfaits de l'arrivée des Américains. Le plan Marshall, est-ce qu'il était fait pour la France ou pour faire travailler l'économie américaine? On commence à avoir des réponses. Aujourd'hui, on commence à avoir des réponses. Surtout avec le résultat de l'État de la France aujourd'hui. Bien. Donc vous avez eu 14-18, 39-40. Ensuite, vous avez eu la décolonisation, la façon dont ça s'est passé. Dien Bien Phu, la Légion, par le sang versé. Pour ça que l'assimilation, on parlait d'immigration. Mais l'immigration, l'assimilation, elle est très simple. Ceux qui voulaient venir en France, c'est parce qu'ils admiraient l'histoire de France. Ils admiraient la littérature, Molière, le XVIIIe siècle, la Révolution française, tout ce que représentait la France, qui a été une puissance militaire au XVIIIe siècle. Et puis l'effondrement de la France, qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus de souveraineté. Donc ils disent, nous, et les Corses, on parlait des Corses. Corses, c'était des mercenaires, pour Venise, pour François Ier, pour le pape. Et ils s'enrôlaient au service, et ils étaient au service. Hein, c'était servir justement les empereurs, les rois, les princes. Bien. Donc, vous avez une décolonisation avec ce que l'on connaît petit après l'Empire africain, l'Algérie dont on n'est jamais sorti. Jamais sorti. Je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui là-dessus, mais je pense qu'il faut l'aborder d'une façon également honnête et objective, ce qui est malheureusement la propagande, la manipulation, la corruption, la trahison font que on n'aborde pas le sujet, encore une fois, tel qu'il devrait être abordé, parce que c'est un drame pour les Algériens, pour les Harkis, pour ceux qui croyaient en la France, qui ont été trahis, pour les jeunes aujourd'hui qui préfèrent s'enrôler dans le djihad que sous les bannières de la France, sous les bannières et s'engager au service de la France. Donc tout ça est parfaitement cohérent. Et aujourd'hui, effectivement, le seul intérêt de la démocratie directe et de la justice, parce que les deux sont complémentaires, hein. Si vous n'avez pas de prise sur le réel, si vous ne votez pas une loi et qu'elle devient lettre morte, qu'elle n'est pas appliquée, vous perdez votre crédibilité et vous perdez surtout, ça c'est très important, les Français n'ont plus confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez rien faire. Ils n'ont plus confiance dans le système de santé. Ils n'ont plus confiance dans l'école. Ils n'ont plus confiance dans la justice. Ils n'ont plus confiance. Donc effectivement, ils vont s'enrôler. Alors certains dans le djihad, certains dans la franc-maçonnerie, certains, s'ils arrivent, ils vont rentrer dans la trilatérale, s'ils arrivent à un certain niveau, la Bilderberg, etc. Dans la mafia, on va les utiliser. D'autres vont émigrer. D'autres vont quitter la France. Bon. Donc, je dirais qu'on en est là. C'est un peu un constat. C'est un peu un constat, je pense, relativement honnête. Mais ce constat est indispensable si on veut commencer à réfléchir aux réformes indispensables, non seulement à sauver les Français, mais je dirais à sauver l'humanité sur une démarche humaniste. Parce que ce qu'oublient nos adversaires et nos ennemis, quels qu'ils soient, c'est d'une part qu'ils sont de chair et de sang, qu'il existe, et je ne vais pas les citer, mais des pays que j'ai un peu cités tout à l'heure, qui ont un ressentiment, un esprit de vengeance, qui sont des milliards, qui préparent leur revanche, et par conséquent, on ne sait absolument pas aujourd'hui, effectivement, quels sont les moyens qui sont utilisés pour renverser effectivement certains pouvoirs qui aujourd'hui, au XXe siècle, je dirais que nous sommes au début du XXIe siècle, l'Europe a été colonisée, la France est un pays vaincu, les Français en subissent les conséquences qu'on vient de décrire, les raisons, ça a été la corruption, la trahison, enfin ça c'est dans tous les livres, les ouvrages, et il est beaucoup plus facile aujourd'hui, effectivement, d'acheter des personnes que de les menacer de mort. Je veux dire que personne n'a envie de se faire assassiner.
Bien, je crois que nous pourrons conclure sur ce bilan. La quatrième partie de la discussion que nous avons eue, par contre, ouvre à tous ceux qui sont intéressés par ces sujets d'apporter leur contribution et de nous rejoindre. Merci, maître. Merci beaucoup, merci.